aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor. Compagnie de Thierry Berg, qui est donc vous êtes membre de l'organisation. Oui, donc moi j'ai deux casquettes, je fais partie du club de la C'est MPA. mon espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vent, je t'attendrai à la porte du garage. Et puis j'ai évolué dans les années, mon rêve était toujours d'aller vers de l'avant 14, parce que pour moi c'est ce qui est rigolo en termes de mécanique. On était encore au moment où on choisissait un tas de solutions techniques et ça énorme. Tu paraîtras dans ta superbe auto, il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Okay, Donc il y a ça, alors pour revenir au Tough Tough aussi, j'ai les deux casquettes, les Tough Tough, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à organiser une manifestation avec autant de véhicules sans faire partie d'un club dans lequel on a participé, où on a vu des copains et où on a dit les gars, on va faire un truc sympa en Mayenne, vous connaissez pas la Mayenne, venez avec vos voitures et on va se balader en Mayenne. Voilà, c'est pour ça que là, on a des véhicules qui viennent d'un peu partout en France, de Arras, quasiment sur la liste dans ce secteur-là, jusqu'en Dordogne, Rouen, Paris, Reims. c'est Et bien, après, voilà, Orléans, c'est bien. Bon, bah voilà, voilà. C'est une de l'âge. Elle est de quelle année du coup? 1912. 1912. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'acheter? L'autre était en panne, il fallait que j'ai une voiture pour faire les rallyes, j'ai trouvé ça, j'ai acheté ça. Et c'était quoi l'autre voiture que vous aviez du coup? Gladiator, 1909. 1909. Et cette passion des vieilles voitures, vous l'avez de quoi? Parce que j'ai envie de la mécanique. La mécanique, moi c'était mon métier, je n'avais pas le temps de les refaire pendant que j'étais en activité, donc maintenant que je suis en retraite, eh ben, c'est ma passion, je ne fais plus que ça. D'accord. Je vous remercie. C'est mes maîtresses. Faut plus m'occuper que de ceux-là, les autres je peux plus. Mais les dessus, celle-là elle parle pas. Hein? Celle-là elle raconte pas de conneries. Je vous remercie. Voilà. Depuis tout petit ou vous avez eu un flash d'un coup? Non, moi, mon déclic, c'était une expo à Lassay-les-Châteaux. Je devais avoir, donc j'ai 55 ans, et j'en avais 8 ou 10 ans, et ça m'avait marqué. Et ma grande joie, c'est que la voiture que j'avais vue quand j'avais 8 ou 10 ans, elle est dans le rallye, et je l'ai retrouvée ensuite. Donc là, maintenant, c'est un propriétaire de la région parisienne qui a cette voiture, ce qui fait que la boucle est bouclée. Et donc oui, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'ai commencé par une voiture de 1936, après 1924, puis après il fallait trouver quelque chose de plus vieux, donc j'ai eu la chance de trouver des morceaux de châssis que j'ai restaurés, j'ai revendu pour acheter un véhicule plus intéressant, j'ai restauré à nouveau et donc au bout de la troisième fois, j'ai décidé de changer de véhicule pour avoir avec un moteur un peu plus puissant, donc on a moins peur. Je m'appelle Moïse Gagier, tout simplement. D'accord. Et du coup, quelle est la marque de cette voiture? C'est une Renault, une XB. Elle est de 1908 exactement. 1908. Une 4 D'accord. cylindres. Et qu'est-ce qui vous a donné envie du coup d'acheter Je voulais l'acheter il y a déjà une vingtaine d'années, les moyens étaient pas là. Et puis bon, maintenant j'ai les moyens et elle était à vendre. D'accord. Et je connais très bien l'ancien propriétaire et bon, on a fait affaire et j'ai acheté la voiture. Et c'est quoi qui vous a donné du coup cette passion des vieilles voitures, de vouloir vous y mettre? C'est-à-dire que ça fait déjà 45 ans que je suis dans la voiture ancienne. Avec mon beau-père, c'est un gros collectionneur de voitures. Et il m'a mis le pied à l'étrier. Et puis il m'a vendu une première voiture, collectionneur, et puis une deuxième, et puis bon, c'est parti après. D'accord. Et sans indiscrétion, vous l'avez acheté combien votre première voiture? Les prix, on parle pas de prix. D'accord, ok. Eh ben merci bien. De rien. Et donc du coup votre véhicule est dans quelle vitesse exactement? Là on roule 50, 60. C'était donné pour 80 km/h, mais avec les conditions de sécurité actuelles, c'est mieux anticipé 60.
D'accord. Et par rapport à la nouvelle loi qui est sortie là, par rapport aux vieux véhicules, ça se passe comment pour les véhicules de collection? J'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. Non, je pense qu'ils ne seront pas méchants avec des véhicules comme ça. On fait peu de kilomètres dans l'année, on va peut-être faire 1000 kilomètres. Je pense que le problème de pollution n'est pas catastrophique pour ces vieux véhicules, même si effectivement ils fument un peu plus que la moyenne. Je pense pas que le climat changera. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne. C'est une voiture donc, sur laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans pour la remettre en état. Je l'avais achetée à l'état d'épave et puis donc, je l'ai restaurée avec l'aide d'amis bien sûr, parce que je suis loin de tout savoir-faire, même si j'ai la main qui suit l'esprit. Mais il faut aussi quelquefois se faire aider pour ne pas faire de fautes de goût et puis on ne peut pas Pour tout ceux qui connaître. voudraient s'y mettre, du coup, c'est une voiture comme vous, même si vous n'êtes pas si pour ça, vous leur donnez quoi comme conseil? Un seul conseil, un club. Il faut rentrer dans un club. Donc le club des Tough Tough, c'est le club qui regroupe en France la majorité des possesseurs de véhicules avant 14. Je ne dis pas tous les possesseurs évidemment, mais c'est le plus ancien club puisqu'il a été fondé en 1935. Il y a une centaine de membres et qui sont quasiment tous passionnés d'avant 14. Donc ça permet de se retrouver, ça permet d'échanger des conseils, ça permet avec le fichier de savoir qui a un véhicule approchant. Moi, quand j'ai acheté la dernière, ça m'a permis de rencontrer deux passionnés qui avaient à peu près les mêmes véhicules que moi. Autrement, c'est sûr que je ne les aurais jamais trouvés. Mais comme c'est vrai pour les autres, on peut faire partie d'un club de marque, genre Citroën ou Peugeot, parce que là, on va vraiment trouver des passionnés et on ne va pas trouver de marchands où, quand on ne connaît pas les secrets du véhicule, on peut se faire avoir. C'est-à-dire que souvent les véhicules s'échangent entre membres du club. Et quand le véhicule n'est pas intéressant ou bidouillé, comme on dit, pas d'origine, il va aller peut-être chez les marchands parce qu'on va essayer de capter une autre clientèle qui ne connaît pas bien le risque d'acheter ce type de véhicule. Parce que malheureusement, on commence à voir des véhicules qui ont été remontés avec des morceaux de différentes provenances. Et on en fait un véhicule qui roule. Donc évidemment, quand on n'est pas bien au fait du modèle, on peut se faire avoir. Je m'appelle Bernard, j'habite dans la Quinçoire dans le Finistère. D'accord. Et j'étais invité par un des organisateurs à ce rallye d'Ancêtre, d'avant 14, qui est assez exceptionnel. Les collectionneurs, il y en a en France, mais pas des quantités. Et il est assez rare de pouvoir réunir un plateau comme ça. Donc sur invitation, nous sommes venus et j'ai présenté ma motobloc, qui est une voiture qui a été fabriquée à Bordeaux. On voit donc les armes de la ville de Bordeaux sur le radiateur, les 3 croissants. C'est un modèle assez particulier au niveau de la mécanique. C'est un premier modèle qui soit sorti avec un ensemble moteur, boîte de vitesse et embrayage dans un même carter, c'est-à-dire un ensemble monobloc, d'où l'appellation de la marque Motobloc. D'accord. Vous parlez des modèles au niveau des pièces, c'est difficile de trouver Alors il y a des véhicules, à chaque fois évidemment ça a été produit en petite quantité. Là on a 30 véhicules, je suis sûr qu'on a plus de 10 marques différentes. Il faut savoir qu'en 1905, je crois, on avait plus de 200, entre 200 et 300 marques en France de voitures. Donc ça veut dire qu'il y a des véhicules qui ont été produits à très peu d'exemplaires. La mienne, et la marque a commencé en 1904 jusqu'en 1914. Il y a eu 7100 et quelques véhicules de produits. Je pense qu'il en reste moins d'une soixantaine dans le monde. Donc évidemment, ça limite les possibilités. Mais on peut souvent se débrouiller pour refaire, pour emprunter une pièce. Il y a effectivement des véhicules qui ne seront jamais remontés parce qu'il manque beaucoup trop de pièces, des choses importantes. Si on a un moteur, une boîte, un pont, déjà on est à peu près sauvé, on va arriver à remonter la voiture. Mais s'il manque une boîte de vitesse très particulière ou un moteur, on a un ami qui a une motobloc,
qui cherche un moteur depuis plus de 30 ans, qui a trouvé des moteurs, mais soit ils étaient gelés, donc pas utilisables, soit c'était pas le bon modèle. Donc c'est on démarque. Oui, c'est un moteur différent des. Oui, c'est un moteur qui est un peu différent des moteurs classiques que l'on connaît. Dans les moteurs classiques, le volant moteur se trouve systématiquement à l'arrière du vilebrequin. Dans ce modèle motobloc, le volant moteur se trouve au milieu. On voit d'ailleurs l'emplacement du volant. L'avantage qu'il y avait, c'est que ça évitait les torsions du vilebrequin et donc de pouvoir avoir des vitesses de rotation, on va dire, relativement élevées, c'est-à-dire 2800 tours, qui correspond à peine à un ralenti de voiture moderne. Ça fait aussi partie du plaisir de Chercher. oui. Vous vous autorisez pas en fait de déceptionner des fois. Vous dites bon bah cette pièce-là elle est un peu plus récente. Oui, si, quand on est en extrême. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut monter cette pièce-là, on va rouler, avec toujours l'espoir de trouver la bonne pièce pour le faire. Et s'il manque, je dirais, 5% de la voiture, c'est pas grave. Si par contre on n'a que 10% de la voiture et qu'on va en faire une à 100%, bon, voilà, c'est compliqué. Forcément, on va arriver à avoir une entorse à l'origine. Se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée. Donc, une personne décide de devoir s'y mettre et du coup tombe sur une voiture chez un particulier, un truc comme ça. Quel conseil vous lui donnez pour éviter de se faire avoir? Regarder son authenticité, c'est-à-dire que si effectivement elle est pleine de graisse, elle est pleine de poussière, qu'elle n'a pas été démontée, il y a plus de chances que ce soit d'origine. Une voiture trop parfaite, trop belle, trop peinte, peut cacher des choses dangereuses. Moi j'ai vécu, je suis parti avec un châssis pourtant, la première voiture que j'ai achetée, en fait c'était trois voitures. Il y avait moteur, radiateur d'un côté, boîte d'une autre, pont d'un autre, châssis qui avait été bricolé. Bon, mais comme j'y connaissais rien, moi j'avais pas acheté cher, donc c'était pas très grave. Mais j'ai retrouvé quelqu'un qui avait besoin qui avait déjà les pièces de cette marque-là, qui avait besoin de la boîte et du pont pour monter deux autres voitures, et qui avait lui par contre collecté des pièces, ce qui fait qu'on a, avec une voiture, on a servi de banque d'organes, et maintenant il y en a eu 3 de remontées qui sont plus cohérents. Voilà. Mais quand on n'est pas dans ce monde d'avant 14, on n'a pas toutes les clés. C'est pour ça que si j'avais adhéré au club des Tough Tough, il y a d'autres clubs, le club des Tough Tough, si j'avais adhéré au club des Tough Tough, je serais forcément tombé sur des passionnés qui m'auraient éclairé ou qui m'auraient dit n'achète pas ça, ou va plutôt voir là-bas, ou il y a un tel qui va séparer tel véhicule. C'est vraiment soudé. Ben, c'est un tout petit monde, quoi. Je ne sais pas combien on peut être en France de voitures d'avant 14, mais la production était faible. Il faut savoir qu'en 1913, je crois, il y avait un véhicule pour 3500 habitants. Donc, la population française était en plus beaucoup plus faible, donc ça veut dire qu'il y avait peu de véhicules. Donc, alors évidemment, plus on descend dans les années, même si en France on est jusqu'en 1901, 1902 je crois, on était les premiers constructeurs mondiaux. Après les États-Unis ont pris le relais, le dessus, ils sont partis dans des constructions de gros volumes. Mais jusqu'en 1902, on est... Je ne sais plus si c'est à la première guerre, ici, il me semble que c'est à la première guerre en fait que les taxis parisiens avaient été réquisitionnés par l'armée. Les Renault. Et voilà, et ce qui avait fait sa renommée du coup ces véhicules. Ouais. C'est mythique, oui. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de véhicules qui ressemblent à un taxi de la Marne, qui sont baptisés taxi de la Marne. Et des vrais Renault qui avaient été achetés par la compagnie G7, la fameuse compagnie G7 qui a déployé ces voitures-là. Je ne sais pas combien il en reste, mais sans doute très peu. Maintenant, on veut bien baptiser beaucoup d'omnibus d'hôtel, beaucoup de camionnettes qui ont été refaites, beaucoup de choses qui sont à nouveau baptisées taxi de la Marne. Mais... c'est pas une passion des voitures, c'est une passion des voitures tout court. Tout court. Ça date depuis que j'ai 18
mi-temps. J'ai fait ma carrière dans l'automobile et maintenant je suis à la retraite, mais je continue dans l'automobile. Ce que j'ai pu voir en fait en interrogeant plusieurs de vos compères, de vos compagnons, on peut dire ça comme ça, et tous sont liés par la même chose, la mécanique. Oui, bien sûr. Ah, mais dans ce type de rassemblement où il n'y a que des voitures d'avant la Première Guerre, on ne peut pas avoir une voiture comme ça si on n'aime pas la mécanique. On est toujours en train de réparer quelque chose. Par rapport aux pièces, C'est tous des mécaniciens. d'accord. Donc je vous ai fait une remarque tout à l'heure, vous êtes un peu embiffé, vous avez raison. J'ai fait en fait un amalgame entre les taxis du Maine, si je dis pas de bêtises, et votre véhicule, et ça vous a un petit peu énervé. Vous pouvez me dire pourquoi? Non, mais on ne va pas énerver. Enfin oui, ça façon de parler. Les gens ont en tête effectivement ce type de carrosserie qui était aussi, enfin, à part qu'il n'y a pas de toit sur la partie chauffeur, mais qui était en gros la carrosserie qu'il y avait sur les taxis de la Marne, donc qui ont été largement, tout le monde en a parlé partout, à des titres divers. Sauf que là, même si vu de loin ça se ressemble, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme si vous compariez une Twingo et une Mercedes haut de gamme. Quoi, voilà. D'accord. Et bah, du coup, en espérant qu'avec cette vidéo-là, ça sera corrigé. Je vous remercie en tout cas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Parce qu'on est des puristes, peut-être, on est un peu trop. Oui, peut-être. Alors, pour finir du coup cette interview, est-ce que vous avez une anecdote amusante sur les voitures de l'époque? Vous avez parlé tout à l'heure de. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Oui, là, dans le lot, il y a effectivement une Hispano, le film qui s'appelle Les Cracks. Hein, c'est une course de vélo avec Bourvil. Et donc là, il y a, si vous regardez sur internet, je pense que vous trouverez le film Les Cracks. Et donc il y a l'Hispano bleu là qui est. Donc je crois que c'est un film des années 60, entre, je ne sais plus exactement, 65, 70 maximum. Je trouverai, je vous mettrai quelques extraits. J'ai plus de frein. Oh, où est mon frein? Oh, 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 mon frein. Oh, oh, qui est emblématique. Alors c'est ça qui est rigolo aussi, c'est qu'on a l'impression de passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'on a vu ces voitures-là, on a rêvé sur ces voitures-là parce qu'on a vu des choses qu'on aimait, et de voir ces voitures-là réellement exister puisqu'elle est là, c'est rigolo, quoi. On a l'impression de rentrer dans le film quelque part. Non, on a beaucoup de chance ici d'avoir un plateau fabuleux, qui roule, parce qu'il y a effectivement beaucoup de voitures dans les musées, mais vraiment dire je vais prendre ma voiture, je peux faire 100 km dans la journée, voire plus, là il y a moins de... Ça veut dire qu'il a fallu la restaurer, la comprendre, la fiabiliser quelquefois, et puis pouvoir dire je monte dedans, je vais faire 100 km. Je pense qu'il y a plus de fierté à être dessus sur la route que de l'avoir dans un musée. Oui, c'est autre chose, c'est notre philosophie. Hein. Il y a des collectionneurs qui aiment avoir 10, 20, 30, 50, 100 voitures. Moi, je suis plutôt de dire, j'en ai pas beaucoup, mais je veux que quand je monte dedans, je puisse rouler. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le plaisir de restaurer une voiture, et il y a le plaisir de rouler, de partager avec les copains, de discuter. C'est ça qui est ça. Okay. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci. Amusez-vous bien. Et donc le fait qu'elle puisse tourner assez vite au niveau nombre de tours de moteur permet aussi de rouler assez vite après sur la route et de frôler un petit peu le 80 quand on est un petit peu fou. 80. Aujourd'hui ça nous fait rire, mais à l'époque ça devait être quand même... Il faut se resituer avec les routes de l'époque et rouler ne serait-ce qu'à 60 à l'heure quand les gens marchaient tous à pied ou au pas du cheval. C'est sûr que c'était les fous du volant. Ouais. En dégageant un grand nuage de poussière et peut-être en écrasant l'épaule aussi pour les plus doués. Et au niveau circuit de course, je pense qu'elle devait être quand même assez prisée, non pour les circuits de course et course. Oui, en fait, c'est pas une voiture de course, hein, c'est comment dirais-je, c'est un runabout, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un grand tourisme.
Hein, donc c'est pas une voiture qui courait, mais c'est une voiture, vu sa puissance et sa légèreté, qui permettait d'aller relativement vite. D'accord. Donc la différence qu'il peut y avoir entre une 4 places de la même marque et une 2 places, c'est la longueur du capot tout simplement. Ce qui fait que ça donne des proportions assez intéressantes. Il y a un tiers en capot, un tiers en habitacle et puis un tiers en arrière. Voilà à peu près les proportions. Alors moi je l'ai réalisé d'après une photo de l'époque. L'éclairage bien sûr est à acétylène pour les phares. Sont opérationnels, il suffit de craquer une allumette. Et pour les lanternes, elles sont opérationnelles, il suffit aussi de craquer une allumette. Et d'ailleurs l'expression est restée, hein, allumez vos lanternes, ça marche toujours pour le code de la route actuel. D'accord. Sinon il n'y a plus besoin de descendre pour allumer. Du coup, cette bouteille m'intrigue, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une bouteille d'acétylène dissous, hein, c'est une bouteille Magondo. Alors le système d'éclairage, donc c'est cette bouteille qui contient de l'acétylène. Ici on a un réglage qui permet de donner l'intensité à l'éclairage et au phare. Et il y a aussi en plus ici un système de code phare que l'on voit là. Donc dans une des positions de la manette, ici on est en plein phare, dans l'autre cas on est en code. Hein. Tout simplement parce qu'on réduit les débits, on joue sur les débits. D'accord. Et bon, moi j'ai eu l'occasion de rouler la nuit avec, ça a un très bon éclairage. Le seul souci qu'il y a, ce sont les gens qui viennent en face. C'est ébloui. Ça fait un très joli rond blanc avec une belle lumière violette. La hauteur à laquelle sont les sièges des voitures actuelles, c'est juste un lac du foyer. C'est formidable, on éblouit tout le monde. Ok, je vous remercie en tout cas. Bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Bernard. Bernard, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez me présenter votre véhicule? C'est une Renault de 1912. Alors en fait, c'est une voiture de maître qui était carrossée par un carrossier célèbre qui s'appelait Kellner. D'accord. D'où le fait que c'est une belle voiture sur l'équipement à l'intérieur, etc. Et qui a la particularité en fait d'avoir été vendue en Angleterre. C'était tout en Angleterre, c'est là que je l'ai reçu. D'accord. Et donc c'est en allant en Angleterre que ça vous a donné envie de... C'est avec Internet. Vous l'avez trouvé par Internet. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter cette voiture en particulier alors? Ce qui m'a donné envie, c'est globalement chercher une Renault avec un assez gros moteur. Mais en plus, ce qui m'a complètement décidé, c'est l'intérieur. Il faut regarder qu'il y a une marqueterie qui est sublime. Voilà. Bonjour. C'est ce genre de choses, j'imagine. Ah oui, d'accord. D'accord. Il faut la claquer. Notamment. Faut pas la casser quand même.
Quand on est passionné de mécanique ancienne, le côté intéressant, c'est surtout de redonner vie à des engins arrivés dans les états déplorables et de les remettre tout ça en état de fonctionnement et de voir ainsi les principes de fonctionnement différents de celles qu'on connaît aujourd'hui. J'en conclus qu'en se donnant les moyens, la patience et une passion commune, on peut faire revivre ces voitures, maintenant rentrées dans la légende.